Bon. Alors, on arrive au dernier segment et non le moindre parce que ça va nous permettre probablement d'avoir une perspective, d'ouvrir sur une perspective en fait. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter nos 4 panélistes. Ils auront un défi à relever en fait à l'intérieur de 12 à 15 minutes. J'ai tenu le temps pendant 2 jours. On va essayer de le tenir encore jusqu'à la fin. 12 à 15 minutes en fait pour pouvoir donner une opinion concernant est-ce que les troubles de santé mentale peuvent jouer un rôle dans les manifestations de la violence? Si oui, jusqu'où? Et sinon, comment l'expliquer? Alors, je vous présente donc vos panélistes. Madame Annick Paradis, qui est responsable du projet d'intervention pour femmes ayant des comportements violents au Centre des femmes de Laval. Alors, vous dire que le but du programme d'intervention de groupe est d'apporter une réponse à la détresse sociale des femmes qui ont des comportements violents et qui désirent s'inscrire de façon volontaire dans une démarche de changement. En vue de répondre à leurs souffrances, le programme propose des alternatives à l'utilisation de ces comportements et vise le développement de réseaux d'entraide. D'ailleurs, une de ses collègues est en arrière. J'aimerais ça qu'on puisse la voir. Voilà. Nous avons aussi la présence de M. José Thomas Ariola. Formé en psychologie, il travaille avec des personnes qui présentent des troubles de santé mentale depuis le début de sa carrière, développant un intérêt particulier pour le travail avec les personnes présentant des troubles de la personnalité et de psychopathologies diverses. Son expérience l'a amené à intervenir et à évaluer contexte de crise, notamment dans l'application de la loi P38, et aussi dans la formation de personnes intervenantes, particulièrement sur le stress et la fatigue de la compassion. Maintenant, intervenant à l'organisme Choc, Carrefour d'hommes en changement, depuis plus de 3 ans, José Thomas Ariola œuvre dans le milieu de l'intervention communautaire depuis plus de 12 ans et a développé une expertise dans le domaine d'aide des hommes. Bienvenue. Nous avons également la présence de M. Étienne Gay, qui est un doctorant en sociologie à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM. Il est détenteur d'un baccalauréat en criminologie et d'une maîtrise en service social. Chargé de cours à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal et aussi au département de l'Université du Québec en Outaouais, c'est ça, voilà. M. Gay est également psychothérapeute et conférencier au Centre de gestion de la colère de Montréal. Ses études doctorales et d'autres recherches l'ont amené à s'intéresser aux changements individuels, notamment en ce qui a trait aux comportements déviants et marginaux. M. Gay a publié un ouvrage sur la socialisation masculine et la violence. C'est quoi le titre de votre ouvrage? Socialisation masculine et violence. Alors, socialisation masculine et violence. Ben oui, ça fait bien du sens. Voilà. On va y aller avec ça. Grosso modo. Notre 4e panéliste, M. Louis-François Dallaire, est un travailleur social qui cumule 18 années d'expérience clinique, dont près d'une quinzaine auprès d'une clientèle de conjoints au comportement violent. Il est professeur de clinique au département de médecine familiale et de médecine d'urgence de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Depuis 2008, il exerce sa profession à l'université, à l'UMF. Oui, voilà, à l'UMF, dans un groupe de médecine familiale. Laval-Québec? Oui. Ah bon, d'accord. Du Centre de santé des services sociaux de la vieille capitale. Ses fonctions sont liées à l'enseignement, à la supervision et à la pratique clinique. Il est l'un des co-auteurs du livre « Tempête dans la famille », portant sur les enfants exposés à la violence conjugale. Il est également membre du comité de formation en violence conjugale du C3S de la vieille capitale, situé à Québec. Dans le cadre de ses études à la maîtrise en service social, il rédige présentement un mémoire portant sur la concomitance de troubles mentaux et de violences conjugales chez des conjoints ou comportements violents. Quelle brochette! Ça risque d'être très intéressant. Alors, voici la question qu'on leur pose. Ils auront donc 12 à 15 minutes pour y réagir. Est-ce que les troubles de santé mentale peuvent jouer un rôle dans la manifestation de la violence? Si oui, jusqu'où? Sinon, comment l'expliquer? Et pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas d'ordre comme tel, alors c'est à la tire, tout simplement. La première personne qui va intervenir est Mme Annick Paradis. Yeah.
Bon, alors bonjour. Dans un premier temps, ça fait 2 jours, je vous vois tous et toutes de dos, alors ça change la perspective un petit peu. Je suis maintenant assise en avant. Bref, historique, en 2 temps, on va parler premièrement un peu du programme pour les femmes ayant des comportements violents. Et dans un deuxième temps, je vais tenter d'amener des éléments de réponse, et je vous le dis tout de suite, pas des réponses directement à la question. Premièrement, je suis animatrice de ce groupe-là. Je ne suis pas une chercheure et il n'y a pas de bilan encore qui a été fait. C'est un projet de recherche et le bilan est assez balbutiement présentement. Donc, je vais y aller plutôt avec ce que les femmes nous disent, etc. Je vais le partager tout simplement avec vous. Donc, premièrement, bref, historique. Comment ça se fait que là, on travaille avec des femmes qui ont des comportements violents? Il était une fois, il y a longtemps, des femmes qui avaient des comportements violents dans des centres de femmes, dans des maisons d'hébergement et tout ça. Mais il ne fallait pas trop en parler. Parce qu'évidemment, on intervenait avec les femmes qui étaient victimes de violences conjugales ou de violences tout court. Et ça ne se parlait pas beaucoup dans les groupes de femmes où c'était plutôt tabou d'avancer qu'il y aurait de la violence, que les femmes seraient violentes ou qu'elles avaient des comportements violents. Donc, évidemment, nous ne faisions pas d'intervention dans ce sens-là. Par contre, au fil des années, évidemment, on se rend compte que, oui, il y en a des femmes qui ont des comportements violents. Ça se passe en maison d'hébergement, ça se passe dans les centres de femmes et tout ça, et ça commence à se parler. Mais comment faire, comment intervenir avec une approche qui nous ressemblerait, on n'en avait pas à ce moment-là. Donc, les années passent et on veut, à un moment donné, faire un projet de recherche là-dessus et aller plus loin et se poser des questions. Et donc, c'est l'Université de Montréal, l'Université de Laval à Québec et Relais Femmes, qui est un organisme qui fait le pont entre le milieu communautaire et le milieu universitaire, qui vont de l'avant il y a quelques années, peut-être 3, 4, 5 ans, avec ce projet de recherche. Alors, de un, ils ont fait évidemment une collecte de données, voir qu'est-ce qui se faisait déjà, etc., ici au Canada, mais ailleurs aussi. De 2, elles ont pondu un programme de 15 semaines pour intervenir avec les femmes ayant des comportements violents. Et dans un 3e temps, évidemment, il fallait bien le tester, ce programme. Donc, des groupes pilotes ont été mis sur pied, dont le premier à Laval, au Centre des femmes de Laval, que j'ai eu le plaisir d'animer avec ma collègue Linda, là, qui est assise à l'arrière. Donc, de ça, comme je vous disais, ensuite de ça, il y a eu plusieurs groupes pilotes à travers le Québec. Plusieurs animatrices de centres de femmes ont été formées, ça partout dans le Québec. Dans 5 régions, à date, ce programme-là a été donné. Et donc, les observations que je vais partager avec vous sont tirées là, un peu de ces groupes pilotes-là, comme je vous dis, qui sont encore en pilote. Donc, ce ne sont pas des grandes affirmations là, que je vais vous faire aujourd'hui. Donc, ce qu'on se rend compte, évidemment, c'est que de un, les femmes qui s'inscrivent à ces programmes le font de façon volontaire. De toute façon, c'est une demande, mais c'est ce qui se passe aussi. Elles ont une volonté de changement. Des femmes qui vivent un sentiment de culpabilité très élevé et qui étaient très, très, très contentes qu'il y ait enfin un programme qui s'adresse aux femmes pour pouvoir les aider dans des comportements qu'elles avaient, qu'elles n'aimaient pas, évidemment. Donc, ça, c'est la première chose que je peux vous dire. C'est les premières choses qui nous ont été dites par ces femmes-là. Des femmes qui vivaient aussi beaucoup de détresse par rapport à leurs agirs, etc., et qui ne savaient pas où se tourner. Des femmes qui avaient des conditions de vie extrêmement difficiles pour la plupart. Des femmes qui avaient vécu beaucoup d'oppression dans leur vie. Et à peu près toutes, je vous dirais 95% et plus, même je ne vais pas trop donner de chiffres, qui avaient vécu dans leur vie de la violence, soit conjugale, soit familiale. Alors, c'est un peu le portrait. Ce qu'elles nous ont dit, parce que, évidemment, nous, dans les centres de femmes, on ne pose pas de diagnostic d'aucune sorte,
Alors, je vous rapporte leurs mots à elles. C'est que, oui, des femmes qui avaient vécu des dépressions. Certaines nous ont parlé de troubles limites, certaines nous ont parlé de bipolarité, etc. Donc, c'était leur mot à elles. Donc, il semble qu'il y avait quand même 50% et plus de ces femmes qui avaient eu une thérapie, une forme ou une autre dans leur vie. Ça, c'est ce qu'on peut ressortir. Donc, est-ce qu'elles faisaient le lien directement entre les comportements violents et leur situation psychologique ou mentale, etc.? Je ne pense pas. Fait que je ne serais pas prête à les faire directement comme ça non plus, sauf que, évidemment, dans leur parcours de vie, il est arrivé des situations difficiles, comme je disais, souvent de la violence, etc., des conditions de vie aussi qui étaient difficiles, et ça, évidemment, a eu une incidence et sur leur santé physique et sur leur santé mentale. Et donc, c'est sûr qu'elle faisait des liens que dans les phases de vie où ça va moins bien, où c'est encore plus difficile, bien évidemment, les comportements étaient aussi plus présents. Et donc, dans le programme, ce qu'on fait aussi, c'est exactement de regarder les conditions de vie de ces femmes-là, leur socialisation, etc., et de voir à comprendre tout ça avec elles. Et c'est à partir de là que peut s'opérer certains changements. Donc, est-ce que, comme je vous disais, est-ce qu'il y a des liens directs à faire? Bon, on pourra peut-être les faire dans les prochaines années. Là, ce sont les chercheurs de l'Université de Montréal, l'Université de Laval à Québec qui font présentement le bilan. Elles ont 1 an, 2 ans là, pour le faire. Alors, il y aura des réponses plus précises, j'imagine, qui vont venir par la suite. Donc, c'est un peu le portrait du programme que l'on offre. En même temps, une petite parenthèse, il y en a un qui va démarrer mercredi soir, le 1er février, au Centre des femmes. Alors, si jamais vous avez des femmes à nous référer, c'est le temps. Alors, c'est un peu, comme je vous disais, là, le portrait du programme et ce que je peux vous dire un peu là, sur la condition là, de ces femmes-là. C'est une chose qu'on a observée aussi, c'est qu'il ne semblait pas y avoir ce qu'on peut observer, c'est ce qu'elles nous disent, là, de prise de contrôle vraiment. C'était plutôt au niveau des situations, des fois, qui étaient difficiles, puis de leurs conditions de vie. Mais c'est ça, la grande culpabilité qui les amenait à consulter là, vraiment rapidement. Et aussi, on ne parle pas ici seulement que de violence conjugale, où il y avait de la violence des fois envers le conjoint, la conjointe, violence avec les enfants, mais aussi violence dans le milieu de travail, violence à l'extérieur et violence envers elle-même. Alors, c'est vraiment tous les types de violences qu'on va retrouver dans les femmes là, qui viennent au centre. Et, dernière chose, ces femmes-là, on les revoit après parce qu'il y en a, pour la plupart, continuent à fréquenter le centre, là, même si elles ont terminé le programme. Et ce qu'elles peuvent nous dire, c'est que, bon, des fois, c'est long, les changements, hein, les nouvelles façons de faire, puis tout ça, mais elles voient des changements, c'est bénéfique, et petit à petit, bon, adoptent de nouveaux comportements, je vais dire comme ça, qui les aident vraiment dans leur vie. C'est tout. Alors, le prochain tour de parole est donné à M. José Thomas Ariola. Bon, tout le monde voulait la 2e place, je l'ai gagnée. Alors, bonjour, mesdames, messieurs. Peu de messieurs, mais c'est toujours le fun d'en voir dans la salle quand on parle de violence conjugale. La question est très bien posée, hein, si les troubles de santé mentale peuvent jouer un rôle dans les manifestations de la violence, parce que c'est une question qui appelle aux nuances, je pense. À l'organisme Choc, c'est clair, on a un positionnement qui est très clair avec nos hommes, mais aussi pour les intervenants, il n'y a rien qui justifie l'usage de comportements de violence.
Il y a plusieurs façons de parler de cette question-là. Il y a le point de vue populaire qu'on entend souvent dans les médias, il y a un point de vue juridique, il y a un point de vue clinique. Puis ce que j'ai le goût de vous parler aujourd'hui, c'est vraiment un point de vue d'intervention, mais pragmatique. Dans le fond, dans qu'est-ce qui fonctionne? À l'organisme Choc, on est un organisme d'aide aux hommes. On travaille uniquement avec les hommes qui présentent des comportements de violence en contexte conjugal, mais aussi avec des hommes qui présentent des problèmes de suicide, des dynamiques suicidaires. Donc, à travers notre expérience de terrain, ça fait plus de 25 ans qu'on existe, depuis 1985. On a développé une expertise à la fois en violence conjugale et en suicide. Donc, qui parle de suicide, parle aussi de troubles de santé mentale, qui parle de violence conjugale, parle aussi de plus en plus de troubles de santé mentale. Pour nous, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de lien de causalité entre un diagnostic en santé mentale et des comportements de violence. C'est certain, comme le docteur Zakia en a parlé précédemment, il y a certains diagnostics qui sont associés, qui sont en lien avec des agirs de violence, si on parle particulièrement des troubles de la personnalité. Si on cite, par exemple, la personnalité antisociale dont tu as parlé, qu'on connaît plus communément sous le terme de psychopathie ou sociopathie, qui est en lien avec un sadisme, là, on peut faire un lien plus clair entre les comportements de violence, mais aussi les troubles narcissiques et obsessionnels compulsifs qui peuvent être prompts à user de violence quand les choses ne se passent pas comme eux le veulent. Cela dit, ce n'est pas toutes les personnes qui ont des diagnostics de troubles de personnalité ou des diagnostics en santé mentale qui agissent de la violence conjugale. Pour nous, c'est important de faire attention puis d'être prudent à ce type de discours-là, surtout quand on le retrouve dans des médias de grande masse. Il y a le diagnostic aussi de troubles de personnalité limite, qui est un diagnostic excessivement populaire de nos jours. Hein. On le voit partout, à toutes les sauces. On l'entend chez nos clients, chez vos clientes probablement aussi. Qui est associé avec une impulsivité, avec des comportements suicidaires ou parasuicidaires qui peuvent s'inscrire dans une dynamique de violence conjugale. Aussi, on associe ces types de diagnostics-là avec des types de relations fusionnelles qui fit habituellement avec le profil des personnes qui agissent de la violence conjugale ou qui sont victimes de violence conjugale. Encore là, pour nous, c'est très, très, très important d'être prudent avec ça. Il n'y a rien qui justifie la violence. Et ce n'est pas à double sens. C'est pas elle a un diagnostic ou il a un diagnostic de trouble de personnalité, donc il agira de la violence. Habituellement, ce qui se passe, c'est qu'il a agi de la violence et on lui donnera un diagnostic par la suite. Il y a des travaux, des avancées récentes sur la dépression chez les hommes, notamment les travaux de Jeannie Hull et Marc-André Dufour, qui parlent d'un panorama clinique assez différent pour la dépression chez les hommes comparé à la dépression chez les femmes. Donc, ils parlent d'une certaine irritabilité chez les hommes qui présentent des symptômes de dépression, plus que des affects de tristesse ou de culpabilité. Puis aussi une propension à compulser dans le travail quand ils ne sont pas bien, plus que par exemple, avoir le ralentissement psychomoteur ou se sentir coupable, rester à la maison, pleurer. Donc, c'est plus difficile, si on part de là, pour diagnostiquer un homme en dépression parce que ce n'est pas le panorama qu'on a habituellement. De plus, l'irritabilité peut être facilement associée à des comportements de violence et de contrôle par les attitudes. Cela dit, encore une fois, ce n'est pas toutes les personnes qui sont irritables qui vont user de comportements de violence. Habituellement, il y avait une dynamique avant et l'irritabilité vient, dans le fond, catalyser le tout. On parle de catalyseur quand on parle, nous, de troubles en santé mentale à l'organisme Choc, dans la mesure où ils font partie du portrait. C'est pas, il y a des troubles de santé mentale, donc il y a de la violence. Il y a un trouble de santé mentale, entre autres, qui peut avoir un impact sur la fréquence puis l'intensité des comportements de violence. Quand on parle de troubles de santé mentale avec nos gars, on en parle de la même façon dont on parle de l'alcool.
Le docteur Zakiel l'a présenté précédemment aussi, l'alcool réduit l'inhibition. Par contre, elle ne cause pas la violence. Il y a beaucoup de gens qui boivent et qui ne sont pas des mean drunk, qui ne sont pas des gens qui ont des comportements de violence. Il y en a même qui deviennent très amoureux quand ils boivent. Fait que c'est un petit peu la même chose. On le traite dans un panorama, dans une des usures, comme on dit, un des stresseurs. Si toutes les gens qui buvaient avaient des comportements de violence, on demanderait à ce que ce soit écrit sur les bouteilles, peut causer de la violence conjugale. Parce que souvent, on l'entend, cette justification-là. Ben oui, mais j'avais bu. J'ai travaillé avec des personnes pédophiles, des personnes qui agressaient des enfants, puis qui souvent avaient cette raison-là. Ben oui, mais c'est parce que j'ai bu. Si je ne bois pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'alcool fait en sorte que les inhibitions baissent, puis ben, le risque augmente. Fait que c'est un petit peu la même chose pour les troubles en santé mentale. Encore une fois, c'est important d'être prudent quand on parle de santé mentale et de manifestation de la violence. Dans la communauté médicale, quand on parle de troubles en santé mentale, pour le diagnostiquer, il doit y avoir une détresse significative et une altération du fonctionnement. Voilà exactement où je veux en venir. La détresse des hommes, la détresse de ces personnes-là qui agissent de la violence conjugale. La détresse peut être reliée aux troubles en santé mentale, mais peut être reliée aussi à la dynamique qui a été installée. Pour nous, c'est important de porter une attention là-dessus, de voir ça. Ce n'est pas parce que les troubles en santé mentale ne justifient pas les comportements de violence qu'il faut les nier pour autant. Ces gars-là qui se présentent en service sont pas fiers d'eux, sont pas contents de s'identifier ou de se présenter comme des personnes qui ont des comportements de violence. Souvent, ils vont nous dire « on n'est pas des batteurs de femmes ». Mais pourtant, ils ont des comportements de violence physique. C'est une façon, en fait, de préserver leur image quand ils nous parlent comme ça. Le défi, en tant que personne intervenante, c'est de voir au-delà de ça, puis de prendre soin de l'homme qui agit de la violence conjugale tout en le responsabilisant. C'est un travail qui est très, très, très subtil puis qui demande un apprentissage. Je ne pense pas que ce soit tout le monde qui puisse travailler avec des hommes auteurs de violences conjugales. Mais la réalité, c'est qu'ils agissent de la violence conjugale et ils vivent de la détresse. Ce n'est pas un ou l'autre. Souvent, dans notre tendance à vouloir responsabiliser ces hommes-là, qui fait partie d'un processus, en fait, de changement, c'est souvent la responsabilisation plus synonyme de culpabilisation. On va les culpabiliser, c'est pas correct ce qu'ils font. Effectivement, c'est pas correct. Mais est-ce qu'on peut s'organiser pour les aider puis les avoir en service avec nous? Nous, on utilise les problèmes de santé mentale puis la souffrance qui est reliée à ça comme un levier d'intervention, comme une façon de pouvoir entrer en relation avec ces hommes-là, pour pouvoir les amener à nous parler. Parce que si on commence avec eux en leur disant « tu fais de la violence puis c'est pas correct, puis tu es un homme violent », c'est certain que ça n'attirera pas grand monde dans les services. On a une politique de la main tendue, c'est dit comme ça en français. En anglais, je trouve ça plus élégant, c'est le « reaching out ». C'est, dans le fond, d'aller vers la personne pour pouvoir lui offrir des services. Il y a tout le processus judiciaire qui entoure les problématiques de violence conjugale, puis on ne remet pas ça en question. Ça a sa place, c'est nécessaire, puis souvent, des fois, c'est un levier d'intervention aussi. Par contre, nous, notre job en tant que personne intervenante, ce n'est pas de les juger ou de les accuser. C'est au processus judiciaire, ça. Nous, notre travail, c'est de traiter puis d'amener une modification du comportement. Si on prend soin de la souffrance puis de la détresse, on a beaucoup plus de chances d'entrer en lien avec ces hommes-là puis de pouvoir travailler. Je pense que vous le savez tous et toutes en tant que personne intervenante que l'ingrédient secret à une modification ou un processus de changement, c'est le lien qu'on établit avec nos clients, nos clientes.
si on commence par responsabiliser ou par vouloir que ces hommes-là nous arrivent totalement responsabilisés, bien, on passe à côté de beaucoup, beaucoup de clients. Je fais souvent le parallèle, il y a de ça plusieurs années, là, je pense que ça ne se produit plus de nos jours, en tout cas pas les intervenants ici. On demandait aux personnes toxicomanes d'avoir cessé de consommer pour avoir accès à une thérapie. Ben, c'est exactement le même concept. Ils vous demandent de l'aide pour arrêter de consommer. Mais on leur dit, arrête, après on va te demander de l'aide. Après, on va te donner de l'aide. Fait que c'est à peu près le même concept, en fait. La responsabilisation de ces hommes-là qui agissent de la violence conjugale, ça fait partie d'un processus. Puis si on s'attend à ce qu'ils soient responsabilisés dès le début, on aurait juste des bons clients. Puis c'est le fun, comme personne intervenante, d'avoir un gars qui est « wow, OK, il est conscient des impacts, il se responsabilise, il sait qu'il y a un choix, puis il veut modifier ça. » Mais la réalité, c'est que c'est pas comme ça sur la réalité de terrain quand on travaille avec eux. Je veux vous donner, en terminant, l'exemple du protocole AGIR dont vous avez entendu parler hier, qui est un protocole qui est déclenché à Laval quand il y a un risque suicidaire ou homicidaire. Plusieurs de ces hommes-là se retrouvent dans nos services. Puis la façon dont on a trouvé pour travailler avec eux, c'est pas en leur disant bien, votre conjointe est à risque d'être tuée, ou on pense que vous allez vous suicider, ou vous faites de la violence conjugale, fait qu'il y a un protocole AGIR qui a été déclenché. Pas winner. On va passer par « ça va pas bien, on le sait que tu souffres, on sait que tu vis une détresse, veux-tu venir nous parler? On va en parler de ça, puis on va regarder. » Et petit à petit, on va travailler la reconnaissance, la responsabilisation. Mais si on part avec eux en les jugeant, les accusant, leur disant que c'est pas correct ce qu'ils font, on va en venir, là. Inquiétez-vous pas. On va se positionner, on va leur dire, on est ferme, puis on est clair dans nos têtes d'intervenants pour que ce soit clair dans les têtes des gars qu'on aide. Par contre, de leur parler de la tristesse qu'ils peuvent vivre, de la honte, ce qui n'est pas facile non plus pour un homme à reconnaître, c'est une façon beaucoup plus stratégique de les amener en service. Notre objectif à l'organisme Choc, c'est qu'ils en viennent à modifier leur comportement. C'est pas de les sensibiliser uniquement ou de parler du problème social de la violence conjugale. On veut que ça cesse. Puis pour que ça cesse, il faut qu'ils fassent de la thérapie. Puis pour faire de la thérapie, ça prend du temps. Donc, on s'organise pour aller les chercher d'une façon particulière. Puis la façon qu'on a trouvée intéressante et humaine aussi, c'est d'adresser la détresse qui les habite. Quand il y a un trouble de santé mentale, habituellement, il y a détresse. Quand il y a dynamique de violence conjugale, souvent, il y a de la détresse. Sinon, bien, on les réfère vers le centre de gestion de la colère, qui est une dynamique absolument différente de la violence conjugale, puisqu'il n'y a pas d'empathie. On parle plus de violence généralisée. Merci. Merci bien. Alors, vous étiez assis dans le bon ordre. Alors, voilà. Super. Je vais me coller à mon texte parce que j'ai beaucoup d'idées à vous faire part et j'ai 15 minutes, alors je vais me dépêcher. En mobilisant la voiture comme métaphore, j'aimerais vous soumettre la proposition suivante. Interroger le rôle de la santé mentale dans les manifestations de violence ressemble au fait d'interroger le rôle de la voiture dans les accidents de la route. Ainsi, la santé mentale serait à la violence conjugale ce que la voiture est à l'accident. Ce n'est pas parce qu'une voiture est forcément impliquée dans un accident de la route que l'on peut lui attribuer un rôle significatif dans le déroulement des événements menant à l'accrochage. La voiture répond à une série de variables qui mènent à l'incident, tout comme la violence conjugale, l'homophobie, le racisme et d'autres phénomènes sociaux sont portés par des schèmes de perception et d'actions partagées, enracinées dans la mémoire sociale ou l'inconscient collectif. Ah, je vais trop vite, hein? C'est bon, je vais ralentir, sinon on va terminer en 3 minutes. C'est bon? Je vais ralentir, oui. Je recommence ou... Non, OK, c'est bon. J'étais à l'inconscient collectif, des individus qui composent une société donnée. Certes, le rôle de la santé mentale n'est pas à exclure dans la compréhension des phénomènes de violence, tout comme le fait que les policiers qui ont à évaluer l'accident doivent tenir compte
au fond d'observation par rapport à savoir si l'auto est dans une situation où il y a un bris mécanique. Toutefois, mes observations cliniques ne me permettent que très rarement de déceler des bris de la mécanique de la matière grise pouvant jouer un rôle important dans les manifestations de violence. De fait, je défendrai, dans le cadre de cet exposé, que la santé mentale ne joue qu'un rôle fondamentalement marginal dans les manifestations de violence. Pour ce faire, je vais vous faire part de 3 arguments. En m'inspirant de la richesse des écrits féministes, le patriarcat, comme catégorie d'analyse des rapports entre les sexes, est toujours révélateur d'une société qui entretient des rapports différentiels entre eux, favorisant l'homme à la femme. En fait, qu'il s'agisse de sexisme, de racisme, ces phénomènes sociaux sont produits et reproduits par l'entremise d'enjeux de pouvoir qui alimentent un rapport de domination favorisant l'exclusion symbolique ou matérielle de certaines catégories de personnes. L'institution qui est la famille est porteuse de représentations sociales qui donnent une légitimité sociale et autrefois juridique à l'homme d'exercer un pouvoir à l'égard de sa femme. Même si un certain nombre d'observations nous permettent d'être encouragés par les progrès en termes d'égalité entre les sexes, il ne faut pas se tromper sur la distinction importante à faire entre une égalité de droit, donc soutenue par un cadre juridique, et l'égalité de fait, qui se rapporte aux conditions d'existence, qui, elles, plus souvent qu'autrement, ne favorisent pas les femmes. Ici, ce sur quoi je souhaite mettre l'emphase est que même si nous dénonçons vivement la violence physique et sexuelle envers les femmes, peu est dit sur la multiplicité de représentations culturelles qui mettent en valeur le potentiel masculin et la force masculine, les médias populaires, le sport professionnel et la politique, etc. Alors que l'abondance d'une jeunesse féminine dénudée pullule la publicité, contribuant à la réification du corps de la femme. Pensez un instant à l'industrie du sexe qui carbure sur la fantaisie de la femme, toujours disponible, soucieuse d'assouvir les pulsions sexuelles de l'homme. Parallèlement, sans vouloir m'appuyer sur la thèse de l'aliénation, il m'apparaît particulièrement clair que les sociétés occidentales et d'autres, de façon encore plus manifeste, appuient davantage les hommes au détriment des femmes en ce qui a trait à la distribution du pouvoir. Est-ce que la vitesse, ça va? Oui. OK. Ce dernier est fortement associé à la capacité d'agir sur son présent, d'influencer son devenir ou celui des autres. Donc, à partir du moment où la distribution d'une ressource aussi importante que la capacité d'agir, donc le pouvoir, place les hommes un avantage symbolique et matériel, manifeste, nous pouvons affirmer que les inégalités de fait auront plus d'impact sur le quotidien des femmes que sur les égalités de droit. Donc, les manifestations de violence dans le contexte conjugal ne seraient qu'une des différentes modalités permettant à l'homme d'exercer un pouvoir sur sa conjointe. La violence comme comportement au sein du couple ne bénéficie plus d'autant d'appui qu'autrefois, mais la domination masculine, elle, est toujours dotée d'appuis importants. Ainsi, la violence conjugale commise par les hommes est davantage le reflet d'une faiblesse de ressources ou d'une menace symbolique ou matérielle à la capacité d'exercer sa domination. Donc, les manifestations de violence sont étroitement associées à des sociétés qui sont organisées autour de sa capacité à concentrer les ressources symboliques et matérielles autour d'une infime minorité d'individus. Et dans les faits, ces ressources sont souvent entre les mains des hommes. Le germe de la violence est fertilisé par l'entremise des représentations différentialistes qui autorisent l'exercice arbitraire du pouvoir sur l'autre. Le rapport homme-femme est trop souvent dépeint de façon à légitimer le pouvoir que le premier exerce sur la seconde. La violence est produite et reproduite au sein du couple sur la base de croyances légitimant l'exercice du pouvoir des hommes sur les femmes. Des croyances qui ressemblent à la suivante, prennent de nombreuses formes. Moi, je peux en toute conviction contrôler les actions de ma femme. Elle devrait se soumettre à ma volonté, donc céder et consentir. Mon second argument s'appuie sur la notion d'agir, vu ici comme une capacité à agir, de faire preuve d'excellence, tant envers soi et son environnement immédiat. Les injonctions à la performance et à l'action perpétuelle reflètent une tendance lourde dans nos sociétés. À ce sujet, je me réfère aux écrits d'Alain Ehrenberg. Je soumets l'hypothèse que les désordres au plan de la capacité d'agir contribuent aux manifestations de violence. J'explique. Les sciences de la nature ainsi que les sciences sociales nous ont montré que tout être vivant doit agir sur son environnement ou s'y adapter. Chez l'être humain, le changement passe par la capacité d'agir sur son environnement, alors que l'adaptation prend la forme de capacité d'agir sur soi, de transformer son être.
Les énergies sont déployées souvent simultanément sur les deux chantiers. Le monde contemporain place les personnes devant des changements perpétuels, ce qui impose un travail sur soi continu par l'entremise de formations, de colloques ou de tables, de psychothérapie et autres moyens connexes. Nous sommes témoins de situations qui dépassent les capacités des personnes à agir et de modifier le cours des choses. Précarisation des emplois, chômage de longue durée, perte d'emplois massive, etc. La violence serait, dans le contexte conjugal, un moyen d'agir considérant qu'en tant que ressource, elle est le moyen d'agir sur l'autre qui est le plus accessible, je dirais même le plus démocratique. L'attraction de la violence devient plus importante dans des situations où tout semble échapper à sa capacité d'agir, contribuant au sentiment d'impuissance. L'unité conjugale et la famille sont souvent des lieux, pour les raisons examinées précédemment, sur lesquels les hommes, éprouvés par l'impuissance d'agir sur soi et son environnement, peuvent être tentés d'exercer un contrôle, parfois abusif, auprès de leurs proches, ce qui ouvre la porte à des manifestations de violence. En fait, malgré les conséquences d'agir de la sorte en Occident, l'attrait de la violence demeure relativement fort, considérant qu'il répond à l'injonction d'agir dans l'immédiat avec un effet immédiat sur son environnement, soit une reprise de pouvoir. En situation de conjugalité, les hommes, et parfois aussi les femmes, emploieront cette méthode constatant qu'elle répond à la fois à l'injonction d'agir et d'obtenir, en occurrence, du pouvoir sur l'autre. Mon troisième argument, un argument qui fait appel à un petit détour socio-historique. Au fait, la société patriarcale a tellement longtemps dévalorisé le privé, le monde féminin, par rapport au public, le monde masculin. Et historiquement, le lieu premier, le lieu premier de la femme était le privé. Les institutions ne favorisaient pas l'insertion de cette dernière en leur sein. Par ailleurs, une femme publique était autrefois le terme utilisé pour nommer une femme prostituée, donc stigmatisée et méprisée. Ainsi, le monde de la femme était réservé au privé, la vie familiale et d'autres tâches connexes, les soins, l'éducation. Historiquement, les hommes se sont massivement investis dans la sphère publique, délaissant la vie familiale à la femme et aux filles de la maison. L'homme était en droit de pouvoir compter sur le dévouement de sa femme envers l'entretien et le soin des enfants et de la maison. La multitude des tâches associées de près et de loin à la vie privée ont été délaissées par les hommes, n'étant pas vraiment dignes d'intérêt ou réservées aux soucis des femmes engagées dans ce contexte. L'équilibre des obligations mutuelles a été radicalement bouleversé. En effet, depuis un peu plus d'une génération, les hommes doivent occuper une place au sein de la famille. Le privé est maintenant occupé tant par l'homme que par la femme, même si cette dernière est souvent davantage investie que le premier. Alors, quel est l'effet sur ce bouleversement conjugal et familial? Quelles sont les conséquences sur la santé mentale et l'occupation double, et aussi l'éclatement et l'exposition outrancière du privé sous l'assaut des experts, des médias, occupation double, l'intérêt qu'on porte envers le privé. Des questions qui dépassent un peu la question de ce panel, mais qui m'amènent à vous proposer qu'au sein d'un contexte fragilisé par un nouveau rapport à l'engagement, par la fragilisation des rôles, le couple et la famille sont devant un paradoxe, de faire tenir ensemble une unité qui ne bénéficie de moins en moins de supports externes issus de relations primaires, famille élargie, communauté, tout en étant confronté à une conjoncture socio-économique précaire pouvant être source de stress. L'ambiguïté entourant la place que devrait occuper l'homme au sein du privé prend des formes différentes, parfois dramatiques, traduisant la présence d'un malaise à cet égard. Donc, pour conclure, nous sommes devant une situation paradoxale où toute forme de violence au sein du couple et de la famille sont vivement dénoncées, tout en étant des lieux au sein desquels des enjeux de pouvoir, d'impuissance, devant l'impossibilité de changer le cours d'événements qui s'accumulent ou de s'y adapter, et en terminant le maintien d'une certaine ambiguïté envers la reconnaissance accordée à la sphère privée, favorise des conditions d'existence pouvant mener à des manifestations de violence, même si elles ne sont pas directement légitimées par des cadres sociaux et juridiques. Merci. Monsieur Dallaire. Merci. On m'a dit qu'il fallait que je parle proche du micro. Je vais essayer d'y penser.
Alors, écoutez, le dernier du panel, à un moment où la motivation et l'énergie ne sont pas plus élevées, d'autant plus que vous avez eu du gâteau à la pause. Et là, si mes calculs sont bons, vous êtes probablement à l'étape où le sucre est en train de vous amortir. Je vais quand même essayer de rendre ça intéressant. Écoutez, ça me fait plaisir d'être ici, moi, pour parler de cette question-là avec vous. C'est une question qui me passionne particulièrement, d'autant plus que je viens d'y consacrer 4 ans de ma vie à temps partiel dans mes études à la maîtrise. Je suis heureux qu'on se la pose aujourd'hui, cette question-là, parce que à l'époque où j'intervenais, où je faisais sensiblement le même type de métier que mon collègue ici, c'était un élément qui était très tabou, hein, d'oser même se poser la question à savoir si un conjoint violent pouvait exercer la violence conjugale. On avait trop peur de justifier, on avait trop peur de légitimer, et pourtant, j'ai la conviction profonde qu'à peu près tout le monde se posait cette question-là. Aujourd'hui, question d'essayer de diversifier un petit peu la chose. Ce que je veux faire, c'est, oui, vous présenter les résultats de la recherche que j'ai fait dans le cadre de la maîtrise, mais vous donner un point de vue qui, finalement, va être complémentaire à celui de notre deuxième panéliste, puisque j'ai eu le privilège, dans le cadre de ce projet de recherche-là, d'aller questionner 11 intervenants professionnels spécialisés dans l'intervention auprès des conjoints violents, et à qui j'ai demandé de me donner leur point de vue sur la concomitance de troubles mentaux et de violence dans leur clientèle. Ce qu'il faut savoir au point de départ, j'espère que je ne dirai pas des choses qui ont été dites en long et en large hier, je n'étais pas présent au colloque malheureusement, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites, hein, qui se sont intéressées à savoir si les conjoints violents avaient des troubles mentaux. Ces études-là sont arrivées à des résultats qui sont à la fois, je dirais, similaires et à la fois très divergents. Similaires dans la mesure où je vous dirais que la plupart des études que moi j'ai répertoriées constatent qu'il y a un certain pourcentage de conjoints violents qui souffrent également de troubles mentaux, et des résultats très divergents dans la mesure où, première des choses, la prévalence de troubles mentaux dans la population des conjoints violents varie beaucoup selon les études. Moi, dans celles que j'ai répertoriées, ça varie de 10 à 90 %, alors c'est énorme. Et deuxièmement, les types de troubles mentaux qu'on associe à l'exercice de violence conjugale sont également très, très, très variés. Hein? Bon. Alors, je vous dirais, ce qui aussi est assez problématique dans la littérature qu'on a sur la question, c'est que ces études-là n'amènent pas nécessairement beaucoup d'indications sur, je vous dirais, sur la manière dont les troubles mentaux peuvent ou non contribuer à l'exercice de violence conjugale. Et étant donné que ce sont toutes des études qui ont été faites avec des échantillons, soit d'hommes qui étaient déjà connus pour des antécédents de violence conjugale, ou encore des hommes qui faisaient partie de populations à risque, en milieu carcéraux, par exemple, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'aborder la question sous un autre angle? Alors, c'est une recherche de type qualitatif qui a été menée et qui se voulait, je vous dirais, une exploration des points de vue de ces professionnels-là. Il y avait 2 objectifs. Le premier objectif était de décrire les points de vue en question. Et le deuxième objectif était de voir par quel processus les intervenants en étaient arrivés à construire ces points de vue-là. Pour les besoins de la cause et avec le temps que j'ai, cet après-midi, je vais surtout vous parler des résultats du premier objectif. Alors, il y a un recrutement qui a été fait dans 5 organismes spécialisés dans l'intervention auprès des conjoints violents, ce qui m'a permis d'obtenir un échantillon de 11 professionnels, très majoritairement masculins, ce qui n'est pas nécessairement représentatif à ce niveau-là de la réalité des organismes, et qui avaient une moyenne d'expérience avec cette clientèle-là depuis plusieurs années. Alors, les résultats généraux de la recherche, je vais attirer votre attention sur 3 résultats. Le mémoire a quand même 170 pages, alors je ne vous assommerai pas avec ça aujourd'hui. Mais 3 résultats qui, compte tenu de la question qu'on nous pose, m'apparaissent peut-être plus pertinents. Première des choses, la reconnaissance des conjoints violents souffrant de troubles mentaux dans la clientèle qui consulte. Moi, je vous dirais que tous les intervenants que j'ai rencontrés m'ont dit la même chose. Oui, il y en a. Oui, on a de nos clients qui ont également des troubles mentaux. Selon la plupart des gens à qui j'ai parlé, c'est une proportion de la clientèle, cependant, qui tendrait à être assez minoritaire, tout en posant des problèmes assez majeurs dans l'intervention. Certains m'ont dit que même si la proportion semblait être minoritaire, à leur humble avis, c'était une proportion qui allait en augmentant. Je me rappelle, entre autres, d'un participant qui me disait « Écoute, il y a 10-15 ans, on n'en voyait à peu près pas. Là, je ne sais pas si c'est parce qu'on est rendu qu'on en voit partout, mais il me semble que j'en vois de plus en plus. »
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que pour ces participants-là, ce n'est pas toujours si simple que ça de déterminer qui dans la clientèle des conjoints violents peut être considéré comme souffrant de troubles mentaux ou non. Le détail aura son importance plus tard, retenez-le. Deuxième résultat sur lequel je vais attirer votre attention, les caractéristiques que ces professionnels-là associaient aux conjoints violents qui, dans leur clientèle, étaient connus pour des troubles mentaux. Alors, ce qu'ils m'ont dit, c'est que dans le fond, c'est une clientèle qui se distingue de l'ensemble des conjoints violents, qui est assez spécifique et qui se distingue notamment par un degré de désorganisation assez important. Désorganisation au niveau psychique, au niveau du fonctionnement individuel, au niveau du fonctionnement social. Ce seraient des individus qui feraient part d'un fonctionnement assez limité, assez désorganisé. Ce seraient également des gens à qui on associe, que ce soit à tort ou à raison, un potentiel d'acquis thérapeutique un peu plus limité, notamment dû au contexte d'intervention de groupe, qui est quand même majoritairement pratiqué dans les organismes qui interviennent auprès des conjoints violents et qui font en sorte que ce n'est pas toujours facile de s'adresser aux besoins particuliers et spécifiques de ces hommes-là. Le fait que ce soit une clientèle qui ait tendance à faire des distorsions cognitives, je dirais encore plus prononcées que la moyenne des conjoints violents le font déjà, fait en sorte que le lien de confiance peut aussi être assez difficile à établir, particulièrement lorsqu'on a, je vous dirais, des individus qui ont des troubles mentaux avec des caractéristiques paranoïdes. Troisième résultat sur lequel je vais attirer votre attention, et on arrive au vif du sujet, la perception des gens que j'ai rencontrés en ce qui a lien au rôle de causalité des troubles mentaux dans la violence conjugale. Ce que les participants m'ont dit, c'est très clair et ça ressemble beaucoup à la prise de position que mon collègue prenait tout à l'heure. La violence conjugale, première des choses, n'est pas considérée par ces professionnels-là comme étant une maladie. Et par conséquent, on estime que la maladie, qu'elle soit physique ou mentale, ne peut pas causer de violence. En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut qu'il y ait d'autres facteurs qui soient présents afin que des troubles mentaux puissent contribuer au recours à la violence conjugale. Alors, par des autres facteurs, on entend par exemple un tempérament contrôlant, un besoin de contrôle, et certains facteurs liés à la socialisation masculine également, que ce soit, toute l'inhibition des émotions qui est fortement encouragée chez les hommes, ou encore conception traditionnelle, rigide des rôles sexuels ou de la vie de couple. Ceci dit, ce résultat-là, à mon humble avis, soulève deux paradoxes. Le premier étant que, d'un côté, on insiste sur le fait que les troubles mentaux ne peuvent causer de violence conjugale. Or, dans les descriptions qu'on m'a faites des conjoints violents souffrant de troubles mentaux et de la manière dont leur violence se construit, il semble que les symptômes de ces troubles-là aient justement un rôle à tout le moins contributoire, pour ne pas dire causal. Je vous donne 3 exemples. Les distorsions cognitives, présentes chez tous les conjoints violents, vous allez me dire, et vous aurez raison. Ce qu'on me dit, par contre, c'est que chez les conjoints violents souffrant de troubles mentaux, elles sont souvent exacerbées, elles s'approchent parfois du délire. Moi, je repense à des clients que j'ai déjà eus en suivi, dont un qui arrivait à être convaincu que même lorsqu'il était dans la maison, sa femme pouvait avoir une aventure avec d'autres hommes. Et je dis bien d'autres hommes au pluriel. Alors, vous comprenez que lorsqu'on a une difficulté à ce point-là d'évaluer rationnellement la réalité, M. Zakia nous parlait des rouages de la colère tout à l'heure, des distorsions de cette nature-là viennent forcément influencer. Capacité de gestion émotionnelle qui serait plus limitée chez ces hommes-là, qui ferait en sorte que, je vous dirais, l'habilité à gérer toutes les réactions émotives, toute la charge émotive qui vient avec la vie de couple. On ne se le cachera pas, ce n'est pas toujours agréable, ce n'est pas toujours facile, la vie de couple. Alors, leur capacité à gérer cette charge émotionnelle-là serait souvent plus limitée, ce qui, encore une fois, favorise la construction d'incidents de violence. Puis un dernier exemple, le niveau d'empathie des conjoints violents souffrant de troubles mentaux, selon les participants que j'ai rencontrés, serait plus limité. Il aurait beaucoup plus de difficultés à se mettre dans la peau de l'autre, à adopter son point de vue, à comprendre ce qui motive ses actions, ses réactions, sa façon d'être. Alors, qui dit empathie limitée dit risque, d'une certaine manière, de justifier la violence encore plus. Si je suis convaincu que la personne avec qui je fais ma vie joue dans mon dos, parle en mal de moi, est-ce que je peux me sentir plus justifié de l'agresser? Possiblement. Bon. Alors, ce qui semble dans le fond, c'est que la présence de troubles mentaux chez les conjoints violents ne soit pas nécessairement en tant que tel un facteur qui fasse apparaître de la violence là où il n'y en aurait pas.
Mais il semble que ça vienne, à tout le moins, exacerber des caractéristiques qui seraient déjà présentes chez la plupart des conjoints violents qui consultent. Et le deuxième paradoxe qui émerge des résultats, puis qui m'interpelle particulièrement, c'est qu'au point de départ, les caractéristiques que les participants de la recherche associent à l'ensemble des conjoints violents, qui souffrent ou non de troubles mentaux, suggèrent qu'au point de départ, il s'agisse d'une population qui ne soit pas en très bonne santé mentale. Vous savez, on peut ne pas être en bonne santé, c'est-à-dire on peut ne pas être malade et ne pas être en bonne santé pour autant. Quelqu'un qui a 30 ans, qui a de la difficulté à monter des escaliers sans s'essouffler, et il n'est peut-être pas malade, on n'est peut-être pas un diagnostic d'emphysème, on n'a peut-être pas un cancer du poumon ou rien, mais on n'a pas quelqu'un qui est en très bonne santé, ce n'est pas un indicateur de santé. Il semble que les conjoints violents, au point de départ, en fonction de ce qu'on m'en a dit, je fais comme si j'en avais jamais rencontré, là, mais en fonction de ce qu'on m'en a dit dans cette recherche-là, il semble que ce soit des individus qui, au point de départ, ne soient pas en bonne santé mentale, si je peux me permettre le terme. On me les décrit comme des gens qui ont souvent vécu des antécédents personnels assez traumatiques. On me les décrit comme des gens qui ont une faible capacité à gérer les frustrations, à gérer l'impulsivité, qui font preuve, encore une fois, des distorsions cognitives dont on a parlé beaucoup aujourd'hui. On m'a souvent décrit ces gars-là comme des gens qui auraient une structure de personnalité s'apparentant beaucoup au groupe B des troubles de personnalité. Et moi, je vous dirais, à peu près la moitié des répondants, des participants de la recherche m'ont dit « Je pense qu'il y a beaucoup de nos clients qui s'y étaient rencontrés à l'urgence dans un contexte de crise, qui ressortiraient probablement avec un diagnostic de trouble mental. » Vous me direz que dans un contexte de crise, c'est un contexte spécifique. Vous aurez raison. L'affirmation est quand même parlante. Alors, vous ne me connaissez pas ici. Ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas beaucoup les mathématiques, mais je m'étais amusé à élaborer dans une présentation antérieure une petite formule mathématique qui n'a aucun fondement scientifique, là, mais qui était un petit peu la suivante. C'est-à-dire qu'un conjoint violent souffrant de troubles mentaux serait possiblement un conjoint violent au cube. Prenez un conjoint violent, exacerbez toutes ses caractéristiques, et selon les propos des participants que j'ai rencontrés, vous auriez fort possiblement un conjoint violent qui souffrirait de troubles mentaux. Alors, je n'en vois plus comme un clin d'œil que comme une affirmation scientifique. En conclusion, moi, je vous dirais, dans le fond, ce que les résultats de cette recherche-là suggèrent, c'est qu'il y a à tout le moins un lien de causalité partiel entre le fait de souffrir de troubles mentaux et d'avoir recours à la violence conjugale. Il y a une fragilisation de la personne qui s'installe à travers ce processus-là, qui fait que la capacité à faire face aux stresseurs qui sont inhérents à la vie de couple devient plus limitée. La clientèle des conjoints violents aussi, à mon humble avis, en fonction de ces résultats-là, pourrait peut-être être considérée comme une clientèle qui s'inscrit de façon très large dans le champ d'intervention que représente la santé mentale. Et si c'est le cas, à mon avis, il faut en tenir compte dans nos interventions parce que je ne connais aucune autre problématique personnelle ou sociale dans laquelle on oserait intervenir sans tenir compte de la présence d'une problématique en santé mentale. Merci. Merci beaucoup. On vient de recevoir encore une fois tout plein d'informations. Et c'est le moment, en fait, ça a sûrement soulevé plein de choses pour vous encore une fois. Je vais donc vous demander de réagir, dans le fond, à nos panélistes, au fait, à leurs propos, en fait, et puis de vous adresser, de vous présenter, en fait, au micro pour pouvoir relever ces informations-là, vos questions et tout ça. Vous pouvez vous adresser directement aussi aux panélistes. Qui va prendre le risque? Ah bon? D'accord. Le panel tient à préciser qu'il n'y a pas grand risque. Des fenêtres d'opportunité, tiens, c'est bon, ça. Je voulais juste quelques petits commentaires très rapides. Peut-être amener une nouvelle dimension à la discussion. J'aime ça amener des nouvelles choses en fin de journée. Je voulais, premièrement, adresser au niveau du programme que nous offrons au Centre des femmes de Laval. Une des choses, un des constats, Annick en a fait plusieurs, mais un autre des constats aussi, c'est que souvent, les femmes ne font pas nécessairement la distinction entre agressivité, colère, violence. Et de un, prime abord, au niveau des entrevues préalables, avant
de procéder au programme, les femmes, souvent, vont découvrir que c'est colère et non pas violence. Et même lorsqu'elles sont à l'intérieur du programme, souvent, on réalise que c'est beaucoup plus colère que violence, que prise de pouvoir, que comportement violent. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Pas vous dire que c'est pour toutes les femmes qui sont dans le programme, mais c'est quand même un nombre assez impressionnant. Puis l'autre chose que je voulais faire, c'est je trouvais très intéressant d'entendre toute l'approche au niveau du choc. Puis je trouve que c'est une approche qui doit très, très bien fonctionner, mais ça me questionne beaucoup quand je regarde la différence entre l'approche que nous avons pour le programme. Parce que nous, les femmes viennent de façon volontaire et le degré de responsabilisation est très élevé. Comme Annick l'avait dit, le degré de culpabilité est très élevé. Donc, il y a déjà une charge chez la femme lorsqu'elle se présente en disant ayant des comportements violents. Donc, la distinction, en tout cas, moi, je voyais une différence entre l'approche où, avec les hommes, on va parler beaucoup plus de leur souffrance, leur détresse pour les amener au programme. Pour nous, les femmes viennent en courant en se disant victimes de violence. Et une autre chose, puis ça, c'est quelque chose qui a été mentionné dans l'atelier où j'étais présente hier après-midi, lorsqu'on parlait au niveau de l'hébergement, au niveau des femmes qui se retrouvent en maison d'hébergement, donc les victimes de violences conjugales. Souvent, ils vont aussi de façon coercitive parce que la DPJ leur parle le bras en disant « si vous n'allez pas en hébergement, on va vous enlever les enfants ». Donc, je vois comme un poids de plus sur la victime de violence, puis ensuite victime une deuxième fois. Je m'en viens tout ça à dire que Oui, pour moi, ça. je sais, j'arrivais à mon C'est bon, but. c'est bon. J'arrivais. C'est que lorsqu'on parle de santé mentale, et c'est là où je rejoins notre dernier panéliste, c'est que sans parler de troubles de santé mentale, mais de bonne ou mauvaise santé mentale, je vois l'impact sur les femmes qui sont victimes de violences conjugales au niveau de la santé mentale, parce qu'il y a les poids additionnels qui sont placés là. Et je finirai avec... Non, je vais finir là. Est-ce que vous avez... Je vais juste vous demander, est-ce que vous avez une question Non, c'est pas une question, c'est un précise? constat. C'est un constat. Oui, moi, OK. je suis dans les Réaction, merci. Réaction chez les panélistes, qu'est-ce que ça vous dit? Je vois José Thomas qui veut réagir. Oui. Bon. Allez donc, monsieur. Oui? Donc, je veux quand même apporter une nuance. Quand on parle de la culpabilité, la responsabilisation, puis tout ça, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là chez les hommes. J'ai des hommes qui viennent, qui pleurent, qui sont tristes, qui se sentent coupables, qui... Par contre, une femme et un homme, on le sait, ne s'exprimeront pas de la même façon. Une femme a été socialisée à parler beaucoup plus. Tandis qu'un homme, c'est pas parce qu'il le dit pas, qu'il le sent pas, puis qu'il l'a pas à l'intérieur de lui. Puis cette nuance-là, pour moi, est importante. C'est important de prendre soin de ça, puis de les amener à pouvoir se sentir assez bien pour pouvoir en parler par la suite. Donc, c'est pas qu'ils se sentent pas coupables. C'est pas ça. Oui? En fait, j'ajouterais à ça que toute la question de la responsabilisation est particulièrement intéressante et importante lorsqu'on est avec une personne qui a des problèmes de santé mentale, parce que un trouble délirant, c'est pas un choix. Une schizophrénie, c'est pas un choix. Et les manifestations qui viennent avec ces troubles-là ne sont pas des choix. La violence conjugale au Québec est définie comme un choix, pour des raisons que je comprends et que j'appuie. Mais je vous dirais que si le débat est tellement complexe qu'on a senti le besoin d'organiser un colloque de 2 jours sur cette question-là, c'est peut-être parce que les conjoints violents qui souffrent de troubles mentaux font mentir un peu les cadres ou font figure de cas d'exception au cadre, et je le mets au pluriel, parce qu'il y a plusieurs cadres d'analyse de la violence conjugale, mais au cadre qu'on utilise pour faire référence à la violence. Mm-hmm. Les autres, ça va en fonction de l'intervention? Oui? Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas, en tout cas, je ne voudrais pas faire de comparatif entre les femmes qui viennent au programme, les hommes qui vont chez vous, parce qu'évidemment, au niveau du degré de responsabilisation, comme c'est totalement volontaire chez nous, évidemment que le degré est élevé. Celles qui ne le sont pas, bien, on ne les verra pas. Ils n'ont aucune obligation de venir à notre programme non plus. Alors, on ne pourrait pas rentrer là-dedans, puis je ne veux pas de chiffres sur le degré, pas plus. Chez nous, je sais que c'est élevé, mais je ne l'ai pas chez vous non plus. Fait que
Je voulais juste pas qu'on rentre dans un comparatif de ce type-là. Je pense qu'on n'est pas équipé pour. Je veux juste respécifier, c'est totalement volontaire chez nous aussi. On est indépendant du processus judiciaire. C'est sûr qu'on envoie des gars qui sont ordonnés de traitement, mais ça ne veut pas dire qu'on va les prendre. C'est là qu'il faut qu'on redéfinisse c'est quoi notre notion de volontaire, d'arriver puis d'être totalement volontaire ou de l'être suite à ce qu'on ait pu travailler un petit peu avec eux, mais on n'obligera jamais personne à faire une thérapie. On n'oblige pas le gars à nécessairement nous appeler. Nous, on va l'appeler. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'est pas volontaire. Ça veut juste dire qu'il y a peut-être un petit peu plus de misère à venir chercher l'aide. OK. Oui. Alors, une autre intervention. Merci beaucoup. Premièrement, c'était super intéressant, vos 4 présentations. En fait, c'est plutôt un remerciement. Je voulais lancer des fleurs à M. Gay qui a amené l'aspect social de la problématique. Et je trouve que c'est trop souvent absent. Parler de socialisation, vous en avez parlé un petit peu, les autres aussi, mais de socialisation, de rapport de pouvoir dans la société. Je trouve qu'en ces temps de politique de plus en plus néolibérale, où est-ce que c'est l'individu versus la société, où est-ce que les inégalités sont encore plus accentuées, ça m'a rassurée d'entendre votre discours, de parler de ça, au-delà du clinique, la recherche, c'est super pertinent, tout ça. Mais j'avais hâte que le côté social soit amené. Donc, voilà. Merci. Est-ce que ça pourrait vouloir dire, par ailleurs, que lorsqu'on remet une perspective historique, en fait, ça peut nous faire, nous donner une perspective différente. Hein? Ça vient redonner un sens. Juste faire le lien avec ce que, entre autres, Dr. Zakian nous disait, la perte de sens, la quête de sens. Donc, si on le remet dans le contexte historique, peut-être que ça peut nous soutenir, finalement, à avoir une meilleure compréhension. Oui. Ça va? Ben, D'autres? Oui, allez je donc. me permettrais de Allez donc, réagir. Étienne. Oui. Ben, moi, c'est ça. C'est vraiment pas pour nier les distorsions cognitives, la souffrance ou la détresse, mais je pense que c'est de la contextualiser et de voir que quand on regarde ces distorsions cognitives-là ou qu'on regarde tout ça, à mon avis, les troubles de santé mentale touchent de façon assez équivalente les hommes et les femmes. Mais dans notre société, les femmes sont largement violentées de la part des hommes. Je veux pas, il y a des cas d'exception, là, mais c'est un peu ça, là, dans le sens qu'il faut quand même, oui, la santé mentale est contributive, mais il y a un contexte au sein duquel on ne peut pas nier que la majorité des êtres qui violentent, malheureusement, d'autres sont du sexe masculin. Ça, on le constate de façon assez importante. Il faut juste voir la quantité d'hommes qui sont emprisonnés actuellement versus des femmes. Il y a des éléments de réponse à ce moment, à cet égard-là, oui. Oui, Robert monsieur. Cormier, responsable de l'organisme Choc. Ma question s'adresse à Annick ou à sa collègue. Quand vous parlez de femmes au comportement violent, vous parlez de socialisation, vous parlez de compréhension, vous parlez de culpabilisation, mais je n'ai pas entendu votre positionnement quant à la non-justification de la violence ou la responsabilisation des femmes. Bien, c'est évident là, que, écoute, et même, je rejoignais un peu là, ce que ton collègue disait aussi, c'est évident que quand les femmes s'inscrivent au programme, c'est parce qu'elles veulent changer. Il y a des comportements qui sont inacceptables. Et ça, c'est quelque chose qui est dit tout le long du programme. Et si les femmes ne veulent pas travailler sur ces comportements qui sont inacceptables, bien, on ne les acceptera pas premièrement ou on va leur demander de quitter le programme. C'est un programme de groupe, d'aide mutuelle. Les femmes qui sont là, c'est parce qu'elles ont pris conscience que leur comportement ne se faisait pas. Elles veulent les arrêter et on s'entraide à arrêter ces comportements-là. Ça, c'est sûr que c'est une prémisse. Ça fait partie de notre vue pré-groupe aussi. Sinon, elles ne sont même pas acceptées au groupe. Ça répond? Des réactions peut-être? Non, ça va pour les autres? OK. Alors, d'autres réactions par rapport au contenu de ce qui nous a été livré par nos panélistes? Si tout est clair, pour nous autres, là, tout est beau, on repart avec ça? Je suis assez étonnée. Je vois Mme Morin arriver. Allez donc, Mme Morin. Oui, donc, moi, j'avais une question. Bien, oui, sur le contenu, mais ça fait plusieurs fois que j'entends des intervenants qui travaillent chez Choc parler de l'expression « agir de violence ». Puis je me posais la question parce que
j'imagine qu'il y a une raison pour laquelle vous utilisez cette expression-là, dans la mesure où dans la langue française, on ne l'utilise pas. Donc, je me demandais, qu'est-ce que ça avait comme signification pour vous de parler d'agir de violence et non pas d'utiliser la violence ou bon, toute autre expression? Il y a peut-être une signification inconsciente, mais c'est un anglicisme pur et dur et laid, et voilà. Okay. J'ai pas réfléchi sur la question. Je sais que dans l'approche féministe, on se questionne beaucoup là, sur la sémantique, puis c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Mais si vous voulez, je vais y penser, puis on s'en reparle l'an prochain. D'autres réactions? Est-ce que, je vais me permettre cette question-là aux panélistes, est-ce que dans la mesure où, en fait, indépendamment ou dépendamment de où vous vous situez par rapport à cette problématique-là, cette double problématique-là, violence, problème de santé mentale, pensez-vous qu'il y a des possibilités qu'on puisse travailler ensemble? Pensez-vous que... C'est quoi vos perspectives à vous? Là, j'essaie juste de voir en termes de prévention, j'essaie de voir en termes d'intervention. Ça serait quoi les moyens, vous croyez, qui pourraient soutenir les intervenants, en fait, à travailler ensemble dans cette perspective-là? Parce que c'était une des questions de base, à savoir comment on peut intervenir en concertation. Oui? Bon, ça sortit là, excusez. Des participants que j'ai rencontrés ont été questionnés sur leur conduite professionnelle face à ces situations-là. Et ceux qui me ressortaient, je vous dirais, le degré de satisfaction plus élevé face à leur contact avec cette clientèle-là étaient ceux qui disaient « je ne travaille pas seul ». S'il y a un trouble mental, il doit y avoir quelqu'un qui l'a diagnostiqué quelque part, il doit y avoir d'autres personnes d'impliquer professionnellement dans la vie de cette personne-là, et de se réseauter avec cette personne-là, de développer des corridors de services, des contacts. Vous avez parlé de concertation, on en revient à ça. C'est sûr que ça demande du temps, ça demande un investissement de ressources humaines important pour des ressources pour des organismes en tout cas qui ont des ressources souvent limitées. Mais j'aurais tendance à dire qu'il faut peut-être, à mon avis, développer justement ce partenariat-là de façon très pragmatique en se disant qui d'autre est dans le décor. On prend contact direct avec, on implique le client dans le processus, évidemment, on l'en informe, on lui explique le sens de cette démarche-là, mais je pense qu'il y a un travail de réseautage très terrain à faire dans un premier temps, là. Il faut que les personnes qui sont impliquées cliniquement se parlent entre elles, à mon avis. Sinon, on prend le risque que d'un côté, on dise de tourner à droite, puis que de l'autre côté, on dise de tourner à gauche. Donc, ce que je comprends, c'est sortir de l'isolement. Oui. Faire en sorte de se mettre en contribution les uns les autres, puis sortir de l'isolement. C'est d'ailleurs des facteurs, un des dérivés de la violence. Quand on travaille dans le domaine de la violence, souvent les gens sont portés à s'isoler, de la même façon que, par exemple, au niveau de la prévention du suicide. On sait qu'en prévention du suicide, les premiers concernés, les intervenants qui font de la prévention, ont tendance à s'isoler, tout comme le client. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Il y a un bel... Les autres... oui, je vais seconder. À l'organisme Choc, on est vraiment pro travail en concertation. On travaille avec le Prélude, avec le Maillon, avec plusieurs centres de femmes. Puis c'est en faisant front commun qu'on va pouvoir prévenir ça. Longtemps, ce qu'on faisait, c'est on s'occupait surtout des femmes victimes, des femmes battues, mais on aborde juste la moitié du problème dans ce temps-là. C'est l'homme qui, dans ces contextes-là, agissait de la violence. Donc, on travaille avec les centres de crise, avec le Maillon, avec les centres de femmes. C'est très commun qu'on fait signer des autorisations de concerter parce qu'effectivement, il y a d'autres professionnels, il y a d'autres intervenants, intervenantes qui travaillent puis qui avancent des choses. Puis plus on va travailler ensemble, plus on va s'assurer que le client ou la cliente va avoir des services adéquats. Donc, effectivement, la solution, je pense, c'est le travail en partenariat entre les organismes avec chacun leur expertise. Bien, oui. Je pense que c'est effectivement une situation. Je pense qu'il est fermé, hein? C'est pas grave. OK. Non, c'est ouvert. Ah, il n'est pas fermé? Oui. OK, je m'entends plus. OK, là, je m'entends. Mais je pense qu'effectivement, la violence conjugale est quelque chose de complexe et je pense que le plus de regard qu'on peut avoir sur cette situation-là, le mieux, effectivement, qu'on peut rendre un service à la personne qu'on rencontre, mais effectivement, peut-être assurer un filet de protection aussi avec des gens qui sont plus intensément impliqués. Mais je pense que c'est extrêmement important
de même favoriser peut-être l'ouverture d'autres services qui pourraient effectivement contribuer même si une personne arrive chez nous avec des résistances à consulter, je pense que c'est intéressant de voir à pouvoir diversifier un peu les regards sur le vécu d'une personne. Oui. OK. Autre chose là-dessus, ça va? Oui? En fait, pour renchérir sur l'importance de la concertation, je pense qu'il y a des postulats de base importants qu'on a réussi avec le groupe Agir à mettre en action. En fait, c'est de faire chacun confiance à chacune de nos expertises. Donc, de ne pas rentrer sur le terrain de l'autre. Je pense que la personne qui est devant nous, qui travaille soit pour Choc, le Centre des femmes, c'est les personnes qui sont disposées et disponibles à offrir le service qu'il faut à ces conjoints-là, à ces femmes-là. Donc, le respect des expertises, l'ouverture, la confiance. Je pense que sans ça, on n'y arrivera pas. Puis, c'est le travail à faire. Il y a des choses à travailler, à se discuter, à échanger. On va avoir des principes que peut-être ne seront pas conciliables, mais je pense qu'au niveau des gens, il faut trouver un terrain, un vase communicant pour réussir à les aider plus, parce que ce n'est pas en adressant seulement la problématique victime ni agresseur qu'on va arriver, c'est en travaillant sur les deux fronts, tout en étant conscient de la société dans laquelle on vit et de notre historique de patriarcat. Merci. Réaction à ce propos-là? Ça va? C'est d'autres commentaires, peut-être? Oui. Oui. Je vais vous donner un micro, peut-être? Je vais m'approcher de vous. Ah, ben voilà, c'est une bonne idée. Très bonne idée. Alors, j'ai trouvé vraiment très intéressant les 2 jours d'atelier que nous venons de vivre et je viens de discuter avec mes collègues. Alors, je travaille présentement pour une maison d'hébergement pour les femmes sourdes de Montréal avec différentes problématiques qui viennent de différentes situations, entre autres de violences conjugales, d'agression et d'attouchement sexuel, d'inceste. Et on a vraiment l'impression que c'est pas facile non plus parce qu'on est dans un contexte très minoritaire. Et comme c'est une petite communauté très minoritaire, ce qui fait que régulièrement, ces femmes-là se sentent confrontées parce que dans les parties de Noël, dans les situations sociales, elles se retrouvent à fréquenter les gens qui ont été leurs agresseurs. Et le fait que nous aussi, étant intervenantes, on finit par rencontrer régulièrement nos clientes aussi. Alors, on se questionne beaucoup. Au niveau de la neutralité, de la confidentialité, on se sent un peu limité à vouloir participer dans les activités de notre communauté parce qu'on a l'impression qu'on croise régulièrement notre clientèle. Est-ce que dans un contexte entendant, c'est différent? Est-ce que vous avez l'impression, vous, que ça vous arrive de croiser des clients avec lesquels vous avez déjà fait des services ou nous, c'est particulier parce qu'on est vraiment dans une minorité? Alors, je me demandais un petit peu si la problématique s'était présentée et si vous aviez des propositions ou des idées à nous suggérer sur comment dealer avec ça. Alors, je veux juste bien préciser, est-ce qu'on rencontre finalement comme intervenant souvent dans notre quotidienneté de nos clients ou de nos aidés est-ce qu'on les rencontre dans notre quotidienneté finalement, dans notre environnement? Est-ce qu'il y a des choses là-dessus? Qu'est-ce que ça révèle pour vous? Est-ce que ça... Bien, en fait, je pense que c'est un contexte particulier pour... Oui. Quand j'habitais à Québec, je rencontrais plus souvent de mes clients, c'est clair. Mais depuis que je suis à Laval, Montréal, non, c'est très, très rare. Je trouve que c'est un contexte qui doit être excessivement difficile à dealer. Puis qui amène à de l'isolement. Hein? Puis c'est ça, moi, qui me touche dans ce que vous dites. Moi, j'aime pas beaucoup sortir de chez moi, fait que c'est peut-être pour ça que je les vois pas. Mais en fait, je veux pas prendre ça légèrement. Moi, ça me touche comme situation. C'est une situation où les intervenants devraient pas être seuls. J'ai pas de solution à vous proposer. Sinon que, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Entourez-vous bien. Oui, des réactions.
Moi, je viens d'une communauté rurale, donc c'est des villages. Donc, il y a à peu près 8 à 10 familles par village. Donc, on croise nos clients de façon régulière. Et comme on travaille avec une clientèle sensible, des fois judiciarisée, s'ils nous disent bonjour, on lui dit bonjour, mais s'ils ne nous parlent pas, on continue notre chemin, tout simplement. Donc, de temps en temps, c'est intéressant d'organiser des activités entre nous, les intervenants, pour maintenir un bon niveau de santé mentale. Merci. Ça va? Oui? Bien, un peu comme vient de le dire monsieur, moi, j'ai toujours habité à Laval et je peux vous dire que Laval, c'est pas si grand que ça, finalement. Parce que moi, ça m'arrive très régulièrement aussi de rencontrer des femmes du centre et tout ça. Et même, comme on travaille avec des femmes, c'est déjà arrivé on accompagnait une femme qui vivait des choses extrêmement difficiles avec sa voisine. Et à un moment donné, au bout d'un an, bien, c'est la voisine qui est retentie au centre aussi. Alors, c'est toujours des situations qui sont un petit peu complexes et que je pense qu'il faut prendre une par une et il n'y a vraiment pas de formule magique là-dedans. Puis, effectivement, il faut se protéger. Bien, je serais porté à dire, si, à la limite, nous, on rencontre nos clients, mais nos clients nous rencontrent aussi. Puis Oui. on peut peut-être se poser la question à savoir, c'est peut-être ça aussi, oui. Ça ne leur tente pas, ça rappelle une stigmatisation, ça ramène à ce rapport ambigu, aidant-aidé. Moi, je pense que c'est un peu à ça aussi. L'autre côté de la médaille, c'est un peu de voir que, notamment dans un contexte peut-être, justement, dans un contexte peut-être d'une minorité, peut-être à la limite double, où, l'aspect de ne pas pouvoir communiquer avec la masse des gens, ça doit quand même... j'entendais le party de Noël et tout ça, là, je me disais, ça ne doit pas être facile d'avoir ce sentiment d'être un peu isolé avec un vécu quand même des fois qui n'est pas toujours facile. Une dernière intervention? Oui, bien, en fait, je voulais juste faire du focus sur, effectivement, puis juste de se mettre aussi dans la peau des femmes victimes de violences conjugales sourdes, de se retrouver toujours dans la même communauté, de devoir faire affaire avec des interprètes qui peuvent connaître monsieur, un intervenant, ou c'est souvent une réalité quand les femmes, on en a reçu quelques-unes à la Maison Lester, et c'est une réalité qui est difficile aussi pour les femmes qui vivent une surdité et la violence conjugale. Alors, à chacun d'entre vous, merci infiniment.